Voilà, on est silencieuse, on n'a pas commencé, mais on va commencer tout de suite. Ok, ça marche. Voilà, donc bonjour à toutes les présentes, à tous, enfin monsieur. Et bonjour à toutes celles qui sont connectées. Donc je me présente, je suis Nathalie Soufflet et je suis la présidente du comité des femmes leaders au sein de l'UDE-MEDEF. Alors comme il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas adhérentes ni de l'UDE-MEDEF ni du comité des femmes leaders, forcément, je vais vous faire juste une petite présentation rapide de notre comité. Donc, le comité des femmes leaders a été créé en 2018. Il regroupe aujourd'hui à peu près 60 adhérentes et il a pour rôle de promouvoir l'entrepreneuriat féminin auprès du grand public, des femmes porteuses de projets, et il a également pour but, pour celles qui sont déjà au sein du comité et qui sont déjà entrepreneurs, de s'entraider, de partager les bonnes pratiques, nos problématiques et de travailler sur certains sujets qui nous sont communs. C'est que le chef d'entreprise est souvent, la plupart du temps, quelqu'un d'assez seul face à ses décisions, même s'il a du personnel d'encadrement. Mais c'est encore plus vrai pour la femme entrepreneur qui est souvent seule, qui a souvent des petites structures, donc peu de personnel d'encadrement pour l'aider dans ses tâches et dans ses prises de décision. Et en plus, qui a quand même toujours ses charges de femme, malheureusement, et qui donc est beaucoup moins disponible pour se créer des réseaux et pour pouvoir parfois partager ses problématiques ou se faire aider, ou simplement prendre du temps pour elle. Donc, le comité des femmes leaders, on fonctionne de la façon suivante. Tous les mois, on fait un after-work avec une intervenante sur un sujet quel qu'il soit. Hein. Ça peut être le bien-être, la psychologie au travail, le sport, enfin, ça peut être différents thèmes, l'économie, la sociologie. On travaille sur différents projets. On a travaillé sur le projet du sexisme, du harcèlement et de la violence en entreprise. On a édité un kit à destination du chef d'entreprise et des salariés, un kit d'affichage et un guide pour la prise en charge de ces problématiques. Comment orienter, où s'orienter, faire savoir aux salariés qu'il y a une prise de conscience de ces problématiques au sein de l'entreprise, qu'il y a un référent et qu'ils peuvent adresser leur doléance à cette personne. On a travaillé sur le projet de crèche d'entreprise avec des horaires décalés et une intervention, enfin une crèche d'entreprise intergénérationnelle en fait, qui serait réservée aux chefs d'entreprise et à ses salariés, de façon à ce que les femmes puissent avoir du temps pour elles après les horaires normaux de prise en charge des crèches traditionnelles, avec des gens par exemple qui pourraient être à la retraite, qui pourraient venir après les horaires de fermeture normale, et qui pourraient distiller leur savoir et transmettre aux enfants. Donc, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé pendant 2 ans en partenariat avec le réseau Entreprendre, mais pour lequel nous avons échoué faute de foncier dans la zone de Cap Excellence. Mais nous ne baissons pas les bras et nous retravaillerons sur ce sujet-là. Notre dernier chantier, c'est la GEF 2025 maintenant, puisque c'est prévu pour mars 2025, et l'organisation d'un salon sur l'entrepreneuriat féminin. On fait toute l'année, on a beaucoup d'interventions, on est très sollicité.
On fait des rencontres école-entreprise pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans les écoles auprès des jeunes femmes, pour parfois les aider à s'orienter vers d'autres destinations professionnelles auxquelles elles sont systématiquement orientées, soit par le corps professoral, enfin par l'éducation nationale, parce que voilà, ce sont les diplômes d'État qui existent en Guadeloupe, soit par l'entourage familial. On a créé un partenariat avec les Premières de Guadeloupe. Je sais qu'il y a des personnes des Premières de Guadeloupe qui sont connectées aujourd'hui. Et donc les Premières de Guadeloupe, c'est un incubateur en fait de porteuses de projets. Et nous avons un partenariat pour faire du mentorat. Nous faisons partie de leur jury. Et nous pouvons aider aussi les jeunes porteuses de projets dans leur parcours. On a créé également un partenariat avec des banques, en particulier la CEPAC, de façon à ce que toute chef d'entreprise qui ouvre un compte à la CEPAC puisse avoir des réductions de 50% sur les frais de dossier, une assistance dédiée pour leur financement, avec une écoute particulière et une totale transparence sur leur projet de financement. Il faut savoir que là, souvent, un des principaux freins à l'entrepreneuriat féminin, c'est le financement. Alors, c'est deux choses, hein. C'est non seulement l'entourage familial qui n'est pas coopérant, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein, c'est le financement. Pourquoi? Parce que les femmes, de par leur système éducationnel et les freins sociétaux que nous connaissons toutes, ont un manque de confiance en elles et présentent souvent de tout petits projets qui finalement n'intéressent pas les banques. Et la plupart des projets des financements sont rejetés. Donc, avec la CEPAC, on a décidé d'avoir des personnes dédiées avec des commissions dédiées qui leur expliquent comment faire ce qui ne va pas dans leur prévisionnel, ce qui ne va pas pour leur plan de financement, et à faire des projets un petit peu plus gros. Je pense que dans la présentation on va nous en parler, mais il faut savoir que les entreprises créées par des femmes sont souvent beaucoup plus pérennes au bout de 3 ans que celles créées par des hommes, et donc il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas confiance en nous et que nous ne puissions pas nous projeter sur des projets d'envergure. Je crois que j'ai fait un bref tour du comité des femmes leaders, de ses missions. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai cité les principales. Pour y adhérer, il suffit d'adhérer à l'UDE-MEDEF avec une cotisation annuelle qui est en fonction du nombre de salariés. Et après, il faut juste solliciter d'être adhérente au comité des femmes leaders, et l'adhésion est gratuite. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour une présentation d'une étude, d'une enquête ciné qui a été réalisée par l'INSEE, qui nous est présentée aujourd'hui par Madame Sally Bekian-Rosin, Zinaïda, qui est chef de la division des études et services spécifiques, et Monsieur Billionnaire Maurice, qui est chef de projet au sein de la division des services et des études et services spécifiques. Alors, je vous rappelle juste que l'entrepreneuriat des femmes a fait l'objet d'un plan quinquennal, je crois, depuis 2021. Et l'entrepreneuriat féminin et la santé des femmes au travail a été nommé cause prioritaire au sein de l'État sur ce plan quinquennal. Donc, il est très important pour nous d'avoir des données chiffrées, parce que particulièrement dans nos territoires, le comité des femmes leaders pense que l'entrepreneuriat féminin est un vecteur contre la lutte contre la paupérisation de la femme.
Il faut savoir que la première, ça ce sont des données police nationale et les cellules de violence interfamiliale en Guadeloupe. Il faut savoir que la première violence faite aux femmes, c'est la dépendance financière sur nos territoires. Voilà. Et on sait qu'on a beaucoup de familles aussi monoparentales sur le territoire et qu'il est très important que les femmes puissent accéder à l'entrepreneuriat féminin, puissent accéder à leur indépendance financière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un gros problème démographique aussi sur nos territoires et qu'en plus, il y a plus de naissances filles que de naissances garçons et que dans quelques générations, si les femmes ne créent pas leur propre emploi, il y aura forcément, et des entreprises, pour employer aussi les autres, il y aura forcément un problème d'employabilité pour la femme, particulier en Guadeloupe, puisque c'est le territoire auquel nous nous intéressons. Voilà, je vais laisser la parole à nos deux intervenants pour nous présenter l'enquête, peut-être se présenter eux-mêmes et nous présenter l'enquête. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée sur ce donc, on va vous présenter l'étude Guadeloupe 8, 3 prises sur 10 créée en 2018 par des femmes sont encore actives 3 ans après la création. Cette étude a été publiée à l'occasion de la journée internationale. En formation, c'était un projet d'étude qui a été réalisé en partenariat entre l'INSEE et la déléguée régionale. Ensuite, on a réalisé la même. D'accord, donc avec Lucette Fayos. Donc, on va vous présenter l'opportunité de l'étude. Cette étude était la source qui a été utilisée, donc l'enquête ciblée. On va vous présenter les résultats de l'étude et ensuite on va terminer. Très bien, c'est assez normal. Donc, l'opportunité de l'étude. Donc, cette étude s'insère dans la signature d'un accord cadre national en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. L'introduction. Et pourquoi c'est important de réaliser cette étude? Parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la situation des femmes en France. Et aussi, ça permet d'avoir, en termes de politique, plus d'informations concernant les enjeux économiques et sociaux sur la situation des femmes. Et pourquoi c'est important d'améliorer l'entrepreneuriat? Moyen d'autonomisation. Mais aussi, c'est un levier de croissance et d'innovation intéressant. Donc, pour cette étude, on a utilisé l'enquête ciblée, donc le système d'information sur les nouvelles entreprises. On a étudié les entreprises créées au premier semestre de l'année 2018. On a été suivies et interrogées 3 ans après leur création en 2021. On a 1297 entreprises qui ont été créées en Guadeloupe dans le secteur non agricole, hors régime du micro-entreprise. Donc, du coup, nous allons vous présenter un peu les principaux résultats. Donc, sur les 1297 entreprises qui ont été créées en fait en 2018, 37% sont des créatrices, ce sont des femmes. Et puis, on a regardé un peu la situation de ces femmes au moment de la création.
Donc 55% de ces femmes avaient un emploi pour la création de leur entreprise et 22% étaient au chômage. En termes de motivation, on peut constater qu'il y a une spécificité, si on peut dire ainsi, c'est que les femmes vont surtout créer leur entreprise pour le souhait d'indépendance. Donc, on peut voir que 62% des créatrices ont déclaré en fait créer leur entreprise pour ce souhait d'indépendance, contre 51% pour les autres. Et inversement, le goût d'entreprendre et le désir d'affronter les nouveaux défis concernent davantage les hommes, puisque 50% des créateurs déclarent en fait créer leur entreprise pour ce goût d'entreprendre et le désir d'affronter les nouveaux défis, contre 40% des créatrices. Ensuite, concernant la perspective d'amélioration des revenus, c'est la même vision en fait chez les créatrices et chez les créateurs, puisqu'on a 25% qui déclarent avoir créé leur entreprise dans cette perspective. Voilà. Alors ici, on a le taux de pérennité à 3 ans. Et ce taux de pérennité, en fait, en 2021, s'établit à 83% pour les femmes. Donc 83% des entreprises créées par les femmes sont pérennes 3 ans après leur création. Donc ici, vous voyez, la courbe bleue concerne les hommes et la courbe verte concerne les femmes. Donc, on a une courbe qui est légèrement supérieure 3 ans après la création. Alors, ça s'affiche, l'abscisse ne s'affiche pas bien, mais du coup, c'est 3 ans après la création. On a un taux de pérennité qui est 3 points supérieur chez les hommes, donc qui s'établit à 86%. Donc, ici, il faut vraiment insister sur le fait qu'on a classique. Donc, on ne considère pas, on n'a pas pris en compte dans l'étude les micro-entreprises. Peut-être que expliquer peut-être le cas évoqué par Mme Soufflé précédemment, dans le taux de pérennité. Donc ensuite, on a regardé quels sont les facteurs qui expliquent ces écarts entre les hommes. Donc, parmi les facteurs, on peut voir que le statut juridique. Les femmes choisissent moins souvent que les hommes le statut juridique de société, 65%. Et on peut constater aussi qu'en 2021, le taux de pérennité pour l'ensemble des créations en société est de 80%, 72% pour là, effectivement, ça, c'est le facteur principal de souligner. Ensuite, il y a le secteur d'activité qui joue également un rôle important. Les femmes sont plus présentes dans le secteur du commerce, très concurrentiel, alors que les hommes sont plus présents dans le secteur de la construction. En effet, on regarde les statistiques, le taux de pérennité est de 82% dans le commerce et de 88% dans la construction. Ensuite, quels sont d'autres facteurs qui peuvent expliquer le taux de pérennité? Effectivement, le fait d'être entrepreneur. Dans cette étude, on définit l'entrepreneur expérimenté, une personne qui a plus de 3 ans d'expérience, joue également sur le taux de pérennité. On voit que le taux de pérennité est de 86% pour les plus expérimentés. Ensuite, l'âge de la créatrice joue également un rôle. Donc, le taux de pérennité est de 89% pour les plus de 50 ans, contre 75% pour les moins de 30 ans. Alors, nous avons également essayé de regarder les principales difficultés rencontrées lors de la création. Ici, il y a 2 principales difficultés qui ressortent, ce sont les formalités administratives et l'obtention des financements. Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais on va surtout se concentrer sur les 2 dernières barres du graphique. Donc, on constate que les problèmes en fait, pour régler les formalités administratives concernent surtout les femmes, puisque 47% des créatrices déclarent avoir des difficultés à régler les formalités administratives. Donc, c'est la barre verte en fait, qu'on a tout au bas du graphique. Et on constate que cette difficulté est moins présente chez les hommes, puisqu'environ 40% des créateurs déclarent avoir ce type de difficulté. Et inversement, pour l'obtention de financement, on constate que cette difficulté concerne surtout les femmes, puisque
Non, surtout les hommes, je voulais dire. Surtout les hommes, puisqu'on constate qu'il y a plus de créateurs qui déclarent avoir un problème pour obtenir un financement, la barre bleue qu'on voit. Et les femmes, c'est plus vers 31% des créatrices qui déclarent avoir des difficultés pour obtenir un financement au moment de la création. Alors, on a également regardé les difficultés financières rencontrées durant la crise de Covid-19. Donc, 75% des femmes ont fait face à des difficultés financières pendant la crise de Covid-19, contre 64% pour les hommes. Donc, les femmes ont éprouvé plus de difficultés financières durant cette crise que les hommes. Et on a regardé un peu les dispositifs qui ont été mobilisés. Et ce sont surtout pour les femmes les reports d'échéances sociales ou fiscales qu'elles ont mobilisés pour pouvoir faire face à ces difficultés financières au cours de la crise Covid-19. Ici, on présente une synthèse des facteurs de pérennité par genre. Donc, ce qu'il faut surtout retenir de ce tableau, donc si on regarde la première ligne, on revient sur ce qu'on a évoqué précédemment sur le statut juridique. On a, alors si vous regardez les deux colonnes qui sont sur la droite, c'est la proportion de créateurs et de créatrices en statut juridique société. Donc, on constate effectivement que les hommes créent davantage d'entreprises en société. Et le taux de pérennité, effectivement, est supérieur, puisqu'il est de 91% contre 88% chez les femmes. Autrement, si on regarde les moyens financiers au démarrage, donc plus de 40 000 euros, on constate également que les créateurs ont plus souvent, donc 18% des créateurs, 15% des créatrices, ont plus de 40 000 euros au moment du démarrage de leur entreprise. Et le taux de pérennité est supérieur chez les hommes, 90%, que par rapport aux femmes à 81%. Et dernier point, c'est lorsque l'activité qui est créée est différente, donc elle est identique ou différente, donc la dernière ligne du tableau. Lorsque l'activité est différente, on a plus de femmes qui vont créer une entreprise différente de leur métier principal, 48% contre 45% chez les hommes, mais le taux de pérennité va être supérieur chez les hommes à 87% contre 82% chez les femmes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire globalement sur les quelques résultats qu'on a eu. C'est tout ce sont les résultats qu'on en ressort. Et puis, si vous avez des questions, maintenant, ce serait là un moment d'échange. Alors, je suis un petit peu étonnée des résultats qui vont à l'encontre de tout ce qui est relaté dans toutes les enquêtes et dans tout ce qu'on peut constater chez tous nos partenaires, y compris financiers, y compris les banques. Quand on dit que les femmes ont moins de difficultés pour obtenir des financements que les hommes, je pense que, comme dans toute enquête et tout sondage, tout dépend quelle est la question qui est posée. Je pense que c'est pas les plus grandes difficultés qu'elles vont rencontrer parce qu'elles ne demandent pas de financement. Généralement, elles ne demandent pas de financement. Elles essayent de se débrouiller toutes seules avec leurs propres moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, en créant de toutes petites entreprises. Et ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas la première difficulté à laquelle elles sont confrontées. Mais que ça ne veut pas dire qu'elles ont plus de facilité que les hommes à obtenir le financement, parce que c'est vraiment absolument tout le contraire. C'est pour ça aujourd'hui que les banques, la plupart des banques font des actions dédiées justement pour les femmes, parce qu'il y a un déficit de demande de financement et il y a un déficit de financement justement des entreprises. Après, sur les formalités administratives, je veux bien croire qu'elles ont plus de difficultés,
mais je pense que ça vient aussi du fait justement qu'elles sont souvent seules. Du fait de la taille de leur entreprise, elles n'ont pas de personnel dédié, elles n'ont pas de personnel d'encadrement, elles n'ont souvent pas l'aide de l'entourage familial, elles doivent être multitâches et en plus, elles n'ont pas de réseau. Ça, c'est hyper important, la notion de réseau. À savoir que les hommes, quand ils ont fini leur travail, ils se retrouvent souvent dans des lieux communs, sportifs, after-work, bars, réunions diverses, dans diverses associations dont ils font partie, et ce qui permet d'avoir un réseau, des échanges, des facilités. La femme, quand elle sort du travail, elle va souvent récupérer ses enfants, faire ses courses, faire les devoirs, etc. Et elle n'a pas cette possibilité-là de se créer un réseau et d'avoir un soutien, des conseils. Et ça aussi, c'est pour ça que autant de réseaux féminins se sont créés depuis quelques années, parce que c'est absolument primordial de se faire aider et de se faire entourer. Alors on dit un bon chef d'entreprise, c'est pas celui qui réalise des tâches, hein, c'est celui qui sait s'entourer. Mais malheureusement, dans les petites entreprises, eh bien, il n'y a pas la capacité de pouvoir s'entourer en interne, mais il faut être capable de s'entourer en externe et d'avoir des apports extérieurs d'aide. Voilà, c'était juste les deux choses que je voulais souligner par rapport à l'enquête. Et après, ben, je laisse ouvert le débat et les questions si vous en avez. Bonjour, je suis Anaëlle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Anaëlle, on t'entend très bien. Super, bonjour. J'ai une question sur l'étude qui a été faite et la comparaison entre les hommes et les femmes qui ont créé des sociétés. Est-ce que le bagage professionnel a été pris en compte dans cette comparaison? Oh, excusez-moi, j'en appelle en même temps. Excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu ma question? Parce que j'ai eu un appel en même temps sur l'ordi. Oui, donc est-ce que le bagage professionnel a été pris en compte, c'est cela? Oui, c'est ça. Même comparaison des éléments, est-ce que celui-ci a été pris en compte? Parce que je me pose la question par rapport aux données, est-ce qu'elles sont mesurables dans le sens où la cohorte qui a été prise de façon similaire par rapport au public choisi, ou est-ce que c'est tout mélangé, c'est-à-dire qu'il y a différentes catégories socio-professionnelles qui sont incluses dans l'étude? Oui, donc en fait, par rapport à l'enquête initiale, normalement, il n'y a pas une homogénéisation en termes de catégories socio-professionnelles dans ceux qui ont été interrogés. C'est vraiment un panel où il peut y avoir différents horizons de créateurs. Si pour compléter la réponse, en termes de bagage professionnel, ça dépend de mesure. En termes de mesure, ce qu'on peut regarder, le fait d'être entrepreneur expérimenté ou pas. On peut regarder le métier, ce qui avait déjà l'expérience dans le métier auquel on a décidé de construire notre entreprise. Il y a ça, mais il a aussi effectivement le diplôme. Et lors de Excusez-moi, ça coupe, ça a assuré les mots, donc je n'ai pas compris la fin de la phrase. Ce que je disais, donc en termes de bagage professionnel, si on doit regarder comment on peut mesurer, donc je peux vous donner 3 variables qui ont été étudiées. Donc la qualification, donc le diplôme, la personne, le métier, donc est-ce que la personne avait déjà l'expérience dans ce métier dans lequel elle a décidé de construire son entreprise. Et ensuite, la 3e variable qu'on peut présenter, c'est ce qu'on a fait pendant la présentation, c'est le fait d'être une entrepreneur expérimentée, donc c'est l'ancienneté, donc moins de 3 ans ou plus de 3 ans d'expérience dans le domaine. Ok, très bien.
Et là, la majorité des personnes qui ont créé en société étaient de quelle catégorie socio-professionnelle, selon votre À étude? laquelle- En fait, ce qui se passe, comme on est dans des territoires où les effectifs sont très faibles, malheureusement, on ne peut pas faire des analyses très détaillées, en fait. On ne peut pas faire des croisements très détaillés. C'est ça un peu la limite de notre étude, en fait. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait bien aimé d'aller beaucoup plus loin, d'analyser plus finement. Mais malheureusement, quand on travaille sur les données quantitatives comme ça, donc on a déjà la richesse de l'enquête. C'est déjà bien qu'on peut alimenter des débats, contribuer au débat sur cette thématique. Mais malheureusement, on ne peut pas faire des croisements très détaillés parce qu'on n'a pas suffisamment d'observations. Ok, d'accord, merci. Il y a une question aussi de Sabine Garnier. Sabine, vous aviez une question? On ne vous entend pas, il faudrait remettre votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Excusez-moi, c'est juste un problème de manipulation, ça ne fonctionnait pas. Oui, alors en fait, merci tout d'abord pour cette présentation et cet élément d'aide à la décision, cette étude, donc pour l'aide à la décision. Ma question serait la... D'accord, oui. C'est coupé, Sabine. C'est coupé. On ne vous entend pas, Sabine? Ah, vous m'entendez? Oui, maintenant, c'est bon. Excusez-moi, donc je disais que je suis membre effectivement des Premières de Guadeloupe et merci donc pour cette étude qui est un élément d'aide à la décision et puis pour nous aider également dans notre développement ou création d'entreprise. Alors, concernant la question, je me demandais si vous avez pu avoir des données comparatives avec d'autres territoires dits ultramarins. Et j'ai vu que dans vos graphiques apparaissaient les données pour l'Hexagone. Quelles seraient les spécificités que vous auriez notées concernant le territoire de Guadeloupe par rapport à ces autres territoires? Première question. Et deuxième question, est-ce que l'élément crise pandémique a certainement été pris en compte, je suppose, dans votre analyse, puisque vous avez dit que c'est entre 2018 et 2021. L'étude s'est déroulée sous cette période-là. Est-ce que vous envisagez de faire un comparatif sur une période post-pandémique pour justement faire un comparatif sur des éléments conjoncturels qui seraient susceptibles de générer des fermetures ou création d'entreprises? Merci. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, merci beaucoup pour les questions. Donc, oui, effectivement, dans cette étude, on a étudié le taux de pérennité à 3 ans, parce que c'était les premiers éléments qui étaient disponibles et on s'est dit directement qu'on va essayer de contribuer au débat. Et effectivement, ça fait partie de nos projets de voir, de réaliser une deuxième étude ensuite sur le taux de pérennité à 5 ans. Donc, mais les données ne sont pas encore disponibles, donc les traitements qui sont en cours. Donc, dès que les données sont disponibles, on est ravis de continuer de travailler sur cette thématique. Donc ça, c'était sur le taux de pérennité à 5 ans. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, donc à l'INSEE Antilles-Guyane, on travaille sur les territoires de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane. Quand on a étudié les données de l'enquête ciné, on a décidé qu'on avait suffisamment d'observations pour faire quand même une première étude pour la Guadeloupe et pour la Martinique. Donc, et là, pareil, en Martinique, on a construit un partenariat avec la déléguée régionale des femmes. Il y a une étude qui a été publiée, pareil, cette année à l'occasion de la journée. Donc, on peut trouver les données sur le territoire de la Martinique. Ensuite, on a fait aussi une publication de 2 pages pour le territoire de la Guyane, mais en fait, les données sont beaucoup plus limitées pour le territoire de la Guyane. Donc, on ne peut pas faire vraiment une étude plus large pour le Guadeloupe. Et pour le territoire de la Réunion, si on est vraiment dans les cadres historiques, je ne suis pas sûre qu'ils ont réalisé une étude sur cette thématique. Si on peut regarder ici.
Concernant les spécificités avec la France métropolitaine, ce qu'on peut faire, on peut peut-être partager le graphique. Excusez-nous, c'est la présentation du coup principale difficulté rencontrée lors de la création. Alors, c'est vous? Ah, oui, Il y a un petit temps. de latence. Ouais, Ah, c'était- oups. Bah, ça va. c'est pour ça. Alors, effectivement, c'est vrai que dans l'étude, on a quand même intégré des éléments de comparaison avec les femmes en France métropolitaine. Alors, on n'a pas vraiment axé non plus trop l'étude sur cette comparaison, parce qu'on sait que les territoires, enfin, en France métropolitaine, le contexte, c'est quand même, il peut y avoir des différences. Donc, du coup, on a présenté certains éléments. Donc, ici, sur le graphique que vous avez, c'est vrai que on l'a pas commenté à l'oral, mais les barres rouges représentent les femmes en France métropolitaine. Donc là, lorsqu'on regarde les principales difficultés, on peut voir que en termes de formalité administrative, on a un peu plus de femmes en France métropolitaine qui déclarent avoir des difficultés pour régler les formalités administratives relativement aux créatrices en Guadeloupe. Mais ça va dans le même sens, du coup. On a également la réglementation. On a plus de femmes en France métropolitaine qui ont des difficultés concernant la réglementation qui encadre la création d'entreprises dans le secteur où elles vont créer leur entreprise. S'il y a peut-être une petite spécificité qui est plus visible, c'est au niveau de l'obtention du financement, où on constate que les femmes en France métropolitaine ont davantage de difficultés. Donc, ce que vous regardez sur l'avant-dernier motif, obtenir un financement, la barre rouge, elle est vraiment, on voit vraiment un décalage avec les deux autres, notamment la barre verte qui concerne les femmes en Guadeloupe. Donc, on constate que les femmes en France métropolitaine, les créatrices, ont davantage de difficultés pour l'obtention de financement. Donc, voilà ce qu'on peut dire globalement. C'est le contraire. Oui. Elles Ah ont oui, moins oui, de oui. difficultés. À chaque fois, je mens. Oui, oui, elles ont moins de difficultés à obtenir un financement que les femmes en Guadeloupe. Dans le sens de... Donc, voilà. Peut-être dû au fait qu'elles connaissent mieux les textes, la réglementation, tout ça, elles connaissent toutes les sources possibles d'aide. Peut-être elles sont mieux accompagnées. Elles sont mieux accompagnées, les entreprises sont d'une autre taille, c'est différent, et certainement dans d'autres secteurs aussi. Je crois qu'on a vu tout à l'heure, il me semble que 95% des créations d'entreprises, c'était dans le domaine de la restauration. On n'a pas Où en idée est- du chiffre d'affaires de ces petits trucs, vous n'avez pas étudié parce que j'ai l'impression que c'est souvent des très petits volumes. Et en fait, on peut avoir des données sur le chiffre d'affaires, mais c'est vite dans les statistiques. Ah, Ouais, parce que par exemple, si on regarde le premier, beaucoup plus difficile pour une femme en Guadeloupe qu'une femme métropolitaine d'ouvrir un compte bancaire professionnel. C'est ce que vous avez constaté au début. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de projet, elles n'ont pas de prévisionnel, ce sont des petites entreprises, souvent des petites structures, elles ne sont pas accompagnées, donc elles ont déjà cette difficulté-là. Tout à l'heure, il y avait aussi une donnée sur, je crois, pendant la crise Covid, les principales difficultés, je crois que les femmes, c'était de payer leurs charges sociales. Elles ont plus fait appel à des moratoires, je crois, pour payer leurs charges sociales que les hommes. Il serait intéressant de mettre en comparatif quel est le pourcentage de femmes par rapport aux hommes qui ont demandé des PGE.
Je pense qu'à chaque l'enquête, ces enquêtes, c'est bien, mais en fait, il y a je pense qu'il y a des tenants et des aboutissants, et du coup, c'est très peu approfondi. Donc, on a des données brutes, mais je pense qu'elles découlent toujours de quelque chose et qu'il serait intéressant de savoir de quoi ça découle. Et je pense qu'il y a très peu d'entreprises femmes qui ont fait appel à des PGE, ce qui fait qu'elles ont quand même pas mal effectivement, de problématiques pour payer leurs charges. Il y a beaucoup de moratoires de demander, en Guadeloupe en tout cas. C'est à faire, elles sont seules, elles n'ont que les sous de renseignement, il faut pas Exactement, aider, et puis, alors que c'est facile à obtenir finalement. oui, c'est facile à obtenir. Puis après, c'est toujours pareil, si elles ont des difficultés généralement à obtenir des financements parce qu'elles n'ont pas de projet d'envergure, elles n'ont pas accès, enfin, elles n'ont pas d'accord de PGE non plus, et puis souvent, elles ne demandent pas. C'est ça aussi là, le principal problématique, c'est qu'elles ne vont même pas le demander. En France métropolitaine, les femmes sont un peu plus informées. Je pense qu'elles sont plus informées, que les entreprises ont des tailles peut-être plus conséquentes. Enfin bon, on fait partie du réseau du MEDEF, hein, en France. Dans tous les territoires, il y a des MEDEF et il y a femmes du MEDEF. Et je vois bien que les entreprises sont quand même d'autres envergures, même s'il y a de très petites entreprises aussi, que celles qu'on peut trouver sur le territoire. Souvent de toutes petites entreprises, souvent des entreprises individuelles, comme noté, hein, très peu d'entreprises en société. Qui fait que voilà, les données sont. On compare les données, mais les données ne sont pas forcément comparables. Par contre, au niveau du taux de création d'entreprises, en Guadeloupe par rapport à la France métropolitaine, je crois qu'on n'a pas beaucoup de différence. Hein. Donc on est à 23% en Guadeloupe, on est à 26%, je crois. Les dernières données. Donc, les tailles des marchés ne sont pas les mêmes, hein, non plus. Voilà. Hein, donc difficile, hein, de se comparer quand même, se comparer à la France métropolitaine. Je pense que c'est quand même plus facile de développer une entreprise en France métropolitaine qu'en Guadeloupe. Hein. Pour être chef d'entreprise depuis un certain nombre d'années, dans le domaine des services et du commerce, je peux vous dire que faut quand même de la volonté, hein. Déjà pour les entreprises, et en plus quand on est une femme. Sur les comparaisons avec la France métropolitaine, on va regarder également C'est surtout l'échéance sociale, fiscale, c'est là où comme guadeloupéenne. Ils sont plus souvent. Et encore que non, hein. Un report des échéances sociales. En fait, c'est la France métropolitaine. Oui, voilà, donc c'est voter davantage mobilisé sur les dispositifs. Y a-t-il d'autres questions? Ou pas forcément des questions, hein, mais aussi des remarques, des analyses. Ok.
peut trouver l'étude sur le site de l'INSEE. Oui. Le taux pérennité, Non, le taux de création d'entreprise. création. Alors, le taux de pérennité aussi, ça peut être intéressant. Bah, en fait, le taux de pérennité entre les hommes et les femmes, en fait, c'est 4%. Et juste pour compléter la réponse, en fait, on doit faire attention parce qu'on est sur un champ spécifique hors micro-entrepreneur. Et parfois, quand on fait de comparaison entre les données, là, on se prie, on se regarde, mais non, on a l'impression que les résultats de croissance, c'est dans le match. Et concernant la part de création, on a 29% des entreprises classiques qui sont créées par les femmes. Tout ça. En 2018, en France métropolitaine. On dit qu'en Donc, c'est plutôt comme les sociétés, enfin, hors origine. Et en Guadeloupe, En 2018, c'était 37%. 37%. Oui. Peut-être que ça s'est resserré. Ouais, donc alors, on n'a vraiment pas à rougir de l'entrepreneuriat féminin. Par contre, il y a une donnée qui m'intéresserait, alors c'est autre chose, hein, je ne sais pas si vous avez les chiffres ou pas. C'est justement au niveau de la démographie sur le nombre de naissances filles par rapport aux naissances garçons en Guadeloupe. là, du coup, on va avoir le bilan démographique. D'accord. Les données pour la Guadeloupe. Normalement, c'est prévu. Si vous souhaitez, on peut. Ouais. Donc, pareil, quand on réalise une publication pour la Guadeloupe, on peut aussi pour. Souvent, dans nos études, on fait des comparaisons. D'accord. Et justement, entre Martinique et Guadeloupe, vous avez des comparatifs? Il y a des différences notoires? Il y avait certaines différences de mémoire, parce qu'il y avait certaines différences, mais c'était pas non plus. Globalement, c'était les mêmes tendances qui étaient constatées. Et il y avait quand même sur certaines caractéristiques quelques. Mais en général, après, dans l'étude, et ça, c'est un peu. C'était la demande du partenaire aussi. Ouais, si on fait des comparaisons, on fait des comparaisons. Et on n'a pas fait forcément. Sur, c'est pas sur la thématique des femmes, mais là, on va faire une analyse financière sur les. Donc là, on va voir les 4 groupes historiques avec la France métropolitaine. Ce qu'on va faire aussi, on va essayer de prendre en compte l'hétérogénéité au niveau régional. Donc, on va essayer de voir avec quelle région on est plus proche. Après, sur la thématique des femmes, on a mené des travaux sur les écarts de salaire. Là, on voudrait réaliser une prochaine étude sur les écarts de salaire. Alors, dans le secteur public, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Il en a encore. Oui. Il y en a encore, mais il y en a encore. Bon, l'écart est faible. Ça a tendance à se tasser dans le secteur public. Oui, effectivement, Dans le secteur oui, public. ça évolue quand même un peu. Et il reste quand même une partie inexpliquée. On est dans le centre de la fonction publique au RNCG. En fait, d'État, parce que l'analyse a été réalisée au centre de fonction publique d'État avec et sans enseignants. Et ensuite, on a regardé quels sont. Et bon, effectivement, c'est la ségrégation de l'écart. Même, mais à la fin, une fois qu'on contrôle différentes caractéristiques individuelles et d'établissement, il reste quand même une partie.
il n'est pas observable dans nos bases de données. Enfin, l'inférieur à l'écart qu'on constate dans le privé, quand même. Et pour le privé, on va démarrer les travaux. Je ne sais pas pourquoi vous répondre l'année prochaine. Oui, à mon avis, ça sera plus important que le privé. Bien sûr, bien sûr. Bien. Bon. Oui, excusez-moi, j'avais levé la main. Pardon, excusez-moi Ah oui. avant de conclure. Allez-y. Désolée. Oui, en fait, c'était juste pour vous demander si vous aviez des précisions sur ceux qui ont eu recours à des subventions locales de collectivités, notamment ou étatiques, et aussi la répartition géographique par rapport aux communes, éventuellement, et en dernier lieu, peut-être l'âge de ces femmes, si vous avez ces précisions-là, s'il vous plaît. On a parlé de l'âge. Donc, l'information sur l'âge, oui, on a. Ce qu'on disait en fait, quand le fait d'être une créatrice âgée au compte. Donc, ça, c'est concernant les données communales, je ne suis pas sûre qu'on a ces données, et même, à mon avis, ces données seront. On va très vite rentrer dans les secrets statistiques, donc on ne va pas pouvoir communiquer. Et d'autres. Il y avait une autre question aussi. Les subventions. Alors, concernant les subventions, on a des données dans l'enquête, oui, sur les dispositifs qui ont été mobilisés, mais je ne suis pas sûr qu'on ait des données sur les subventions locales. C'est peut-être plutôt les subventions étatiques. Et sur les subventions étatiques? Alors, bon, en fait, il faut les regarder. J'avoue que là, je n'ai pas. Donc, ce que donne le conseil régional, général, tout ça, c'est pas, on n'a pas les données. De souvenir, on n'a pas. De toute façon, si vous parlez des dispositifs ARDA, ARIS, les choses comme ça. D'informations. Pas préciser, mais. Bien, pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Ah oui, pas de souci. C'est bien 10 heures. Ah, 9 heures. Je me disais aussi, probablement on avance. Je suis désolée, j'ai fait c'est juste pour toi le souci parce que c'est fini. Bah oui, c'est ça. C'est ça, j'avais eu un doute, mais quand je bon, ben, désolée. Oui, excusez-moi, du coup, donc effectivement, on parle de l'entrepreneuriat des femmes. C'est vrai que par rapport aux données dont vous parlez, il y avait un aspect important dont vous parliez, c'est l'aspect, on va dire, charge mentale. Voilà, ça, c'est quand même un côté important pour la femme entrepreneur. Ça fait partie de, on va dire, du secret, c'est ça? Ça fait partie des informations que vous ne pouvez pas étudier, parce que ça, c'est important quand même. Effectivement, ça c'est important, mais pas mesuré dans le temps. C'est peut-être avec d'autres enquêtes qui vont venir. Je ne sais pas, c'est. Là, il a des questions très spécifiques. Charge mentale et tout. Et là, dans l'enquête signée, on n'a pas ces. C'est pas du tout la question de statistique, c'est plus le problème de mesure. Oui, là, il y a le pass, en fait. Ça peut faire l'objet d'une enquête pareille. En fait, il y a l'enquête les risques psychosociaux. Je ne me souviens pas exactement de l'intitulé de l'enquête, mais c'est le début. D'accord. Ça existe au niveau national et je pense qu'il y a aussi l'extension. Donc, c'est avec cette enquête qu'effectivement, on peut mesurer cette dimension. Oui, parce que la santé de la femme au travail a été évaluée sur un quinquennat, je crois que c'est 2021. Donc, ça va étudier effectivement toutes ces problématiques de charge mentale. Par contre, il existe une enquête, puisque alors, je ne sais pas quelle est l'enquête par qui elle a été faite, mais justement sur les freins de la création d'entreprises dans nos territoires. Et le premier frein, c'était la non, comment dire, le non-accompagnement des proches.
Et le deuxième frein, c'était donc le problème du financement. Mais le non-accompagnement des proches, c'est quand même très, très important, en fait. Une chef d'entreprise, une petite entreprise où on doit être très polyvalent, très monopolisé sur son boulot multitâche. Et si on n'a pas l'aide à la maison du conjoint, de la famille, ça devient très compliqué, voire ingérable. Donc, encore une fois, hein, je vais redire des évidences et des vérités, mais un homme qui est chef d'entreprise, généralement, il a sa compagne ou sa femme qui s'occupe des enfants, qui gère quand même un certain nombre de problèmes. Une femme chef d'entreprise, elle rencontre les mêmes problématiques que les hommes. Donc, si elle n'a pas un minimum d'aide et d'aide, on va dire, physiquement, hein, pragmatiquement, mais et en plus de soutien dans sa tâche, la charge de travail chez chronophage et la charge mentale devient absolument ingérable. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que les entreprises restent si petites et que souvent elles sont abandonnées avant les 3 ans. Lorsque vous avez revu cette question, on passe ici, en fait, les femmes, c'est vrai qu'on avait étudié cela dans l'enquête, en fait, dans l'étude, et on constate effectivement que les femmes bénéficient moins souvent que les hommes de l'entreprise entrepreneuriale, 66% créateurs. Mais par contre, on a vu que ça influait quand même peu sur le taux de pérennité final, en fait. Dans le champ étudiant. Oui, oui, bien sûr. Dans le champ étudié. Oui, dans le champ étudié. Oui. Il y a tellement de... La monoparentalité limite les femmes, exactement. C'est ça aussi, oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des crèches intergénérationnelles, voilà, pour la prise en charge des enfants et que les femmes aient plus de temps, que ce soit pour elles ou participer à des réunions, ou des réseaux, ou pouvoir se faire aider. Voilà. C'est quand même des sujets qui sont sujets sociétaux qui sont primordiaux, surtout vu le nombre effectivement de familles monoparentales que nous avons sur nos territoires. Mais on va recommencer à travailler sur ces sujets, on n'abandonne pas, parce que tout est fait, en fait, tout est fait hein, pour ce genre de projet. Hein, l'État et la CAF prend 80% en charge du financement. Il y a beaucoup d'aides sur ces projets de création de crèches innovantes. Par contre, évidemment, notre problème sur la Guadeloupe, c'est toujours le même problème. Hein. Sur une île, c'est la problématique du foncier. Parce qu'on ne peut pas faire une crèche à Taouine-les-Bains. Hein. Il faut quand même rester sur la zone où sont les entreprises. Hein. Donc, on est obligé de faire une crèche sur la zone de Cap Excellence. Cap Excellence, soit il n'y a pas de foncier, soit le foncier est hors de prix. Et puis, il y a aussi un problème de quotas. Savoir qu'il y a des quotas de crèches par commune. C'est réglementé. Et nous, comme toutes les entreprises sont sur les 2 mêmes communes, grosso modo, on est limité en nombre de crèches, mais enfin voilà, c'est un peu le chat qui tourne rond pour se frapper la queue. C'est un peu compliqué. Donc il y a plein de choses à faire, plein de verrous à faire sauter et plein de travail à faire là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de forces vives au comité des femmes leaders et qu'on a besoin de femmes qui s'impliquent aussi dans les ateliers et les projets de travail. Chacun a sa petite compétence dans son domaine, a peut-être son petit réseau, ses petites connaissances. Et c'est important qu'on travaille tout ensemble sur ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont prégnants pour nous toutes, en fait, pour la communauté. J'ai juste oublié de
préciser quelque chose tout à l'heure quand j'ai présenté le comité des femmes leaders. Un des gros avantages aussi de faire partie de ce comité, et puis surtout de l'UDE-MEDEF, c'est que les femmes peuvent prendre des mandats dans nos institutions. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'elles deviennent des actrices vraiment, non pas passives, pas des entrepreneurs passifs, mais des actrices de la vie économique de nos territoires, et qu'elles peuvent impulser leur vision des choses dans nos institutions. Et ça, c'est très important c'est très important parce que déjà, on a une autre vision et qui est souvent très, très appréciée. Et ça nous permet effectivement d'influer sur les politiques locales de développement de l'économie, du social. Ça rend les femmes visibles, je dis. Et ça rend les femmes visibles. Tout à fait, Jocelyne. On a l'habitude de dire ici, de reprendre quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient de FCE France, Femmes Chefs d'entreprise. Seuls, nous sommes invisibles, mais ensemble, nous sommes invincibles. Voilà. Bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous propose de clôturer cet avis d'expert en vous remerciant toutes d'avoir participé. Et je vous dis notre prochain afterwork est au mois d'octobre. Voilà, le 17 octobre. Vous êtes au Van Cleef. Vous êtes toutes chaleureusement invitées à vous inscrire. On enverra les liens d'inscription. Le thème, c'est quoi? C'est en cours. Alors, le thème de réflexion. D'ailleurs, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Des idées d'intervenantes, de thèmes et d'intervenantes. On est preneurs. Alors, il faut participer. On a un bureau, c'est une présidente, c'est moi, 2 vice-présidentes. On a aussi des mandats dans les institutions. On a des entreprises à gérer. On est beaucoup sollicités, voilà, dans beaucoup de réunions, etc. On est des femmes. On a aussi une vie. Des fois, moi, j'en ai plus. Et on ne peut pas tout faire à 3. D'accord. Donc, le comité des femmes leaders, aujourd'hui, on est environ 60 membres. Il faut que tout le monde puisse s'impliquer. On a un groupe WhatsApp. Voilà, il suffit juste de dire tiens, j'ai pensé à un thème, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Je connais quelqu'un qui. Voilà. Et il n'y a pas de souci parce que on ne peut pas tout faire. À 3, on ne peut pas tout faire. Et il n'y a pas d'intérêt à être adhérente du comité des femmes leaders si c'est pour dire juste voilà, je suis adhérente, c'est OK, je fais rien, il ne se passe rien. Je m'adresse à tout le monde. J'ai regardé par ici, mais je m'adresse à tout le monde. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. On vous sollicitera certainement pour d'autres enquêtes quand elles sortiront. Et puis, peut-être